Good afternoon, ladies and Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur, dame. Je suis le colonel Devendra Sharma. J'appartiens à l'armée d'Hollande. Je suis l'officier militaire le plus important qui représente mon pays. Pendant les prochaines 15 minutes à peu près, je vais vous présenter une description de la situation au Congo pour vous rafraîchir les connaissances ou pour que vous le connaissiez pour la première fois. Puis, nous allons voir un petit résumé de l'évolution du Congo et où on en est à ce jour. Comment on a accédé à l'ONU et dans quel but? Quelle est la situation actuelle, notre mandat et pour finir, l'organisation avant de passer à la question de genre. Nous allons faire un petit résumé de la situation au Congo. Ah, j'ai appuyé sur la touche erronée. Je me suis trompée. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Merci. Pour continuer, la République du Congo appartient à la partie centrale de l'Afrique. Elle a 1900 km par 1900 km de surface. I don't think so. I've come to the last slide. C'est la dernière, je crois que je suis un peu de travers. Hein. La prochaine, s'il vous plaît. This is the presentation 2 that has come on. This presentation 1, 2, 3. Just put the first presentation, please. Sorry. Congo extends 1900 by 1900 kilometers. Je vous ai déjà parlé de la surface. C'est un pays dévasté par la Deuxième Guerre du Congo. Il manque de l'infrastructure. La population est de 71 millions. Hein? C'est la 4e population plus nombreuse de l'Afrique et la numéro 18 du monde. L'infrastructure et l'économie dévastées par la Deuxième Guerre du Congo. Le Congo a des richesses naturelles énormes. Nous parlons de 23 trillions de PBI. C'est les États-Unis plus l'Union européenne ensemble. Il appartient aux 10% des pays plus riches du monde. Il y a du cobalt, astéroïdes, des diamants. Le Congo a de l'or. C'est un pays riche. Comme vous voyez, le Congo est situé au cœur de l'Afrique et la zone verte vous montre les limites du pays, les frontières. On parle de 19 000 km par 19 000 km. Imaginez la distance énorme qu'il y a à parcourir. La République démocratique du Congo a 9 voisins, une ligne côtière de 64 km et nous voyons ici la République du Congo au centre. La capitale, c'est Kinshasa. Et puis vous avez Burundi, la Tanzanie, Zambie, l'Angola, la République du Congo et la République centrale africaine. Vous savez qu'il s'agit d'une ancienne colonne belge.
Le gouvernement est semi-présidentiel. On parle français avec plusieurs dialectes tout au long du pays. Lingala, Chaluba, Swahili et bien d'autres dialectes que l'on parle dans le pays. La monnaie, c'est le franc congolais. La zone horaire, +1, +2, +1 à l'est, +2 à l'ouest, GMT. Le taux de développement humain, c'est-à-dire nous occupons le poste 187. C'est le 5e pays le plus pauvre du monde. It has the third largest water stream, which is the Congo River, spanning the breadth. Nous savons que les structures hydrauliques sont importantes. Le Congo a un système de transport très important dans la zone côtière. Tel que l'on a mentionné, il est entre les pays les plus importants pour ce qui est des diamants, le cuivre, le cobalt. 34% des réserves de coltan sont au Congo. 10% de toutes les réserves mondiales de cuivre appartiennent à la République démocratique du Congo. Mais l'infrastructure est très pauvre. L'infrastructure a été détruite lors de la Deuxième Guerre du Congo et comme vous pouvez apprécier d'après les images des 145 000 kilomètres de route, il n'y en a que 2500 qui sont pavés. Les aéroports, nous avons 235 aéroports. 25 aéroports possèdent des pistes en béton, tout simplement 25. Vous voyez sur l'écran quelques-unes des pistes d'atterrissage. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Il y en a qui sont en béton, d'autres qui n'ont pas de béton, quoi. Pour ce qui est des propos administratifs, le Congo est divisé en 10 États et une ville neutre, Kinshasa. Nous avons vu qu'il y a 2 volcans actifs au Congo. Le premier, le Nyiragongo. Vous voyez sur l'écran le volcan avec sa fumée que l'on voit de la partie est et les nuits étoilées. La lave se reflète dans le ciel. Les nuages deviennent rouges. Ce volcan a un cycle de 10 ans. Il est entré en éruption en 2002. Il s'agit d'un volcan actif. Le deuxième volcan, c'est le Nyamulgira. Et contrairement au volcan habituel, il y a des fissures latérales et par là circule la lave. Je me souviens qu'il y a eu une éruption dans une des fissures le 8 et 9 décembre 2002 près de la ville qui a été totalement affectée. À l'heure actuelle, nous voyons qu'il y a de la lave avec la fumée. La perspective historique depuis 1877 jusqu'à 1908, le Congo a été donné au roi Léopold II. On l'a appelé État libre du Congo. À ce moment-là, l'État libre a vraiment commencé. On a extrait du caoutchouc. Il y a eu la brutalisation de la population et la population a été tout à fait dévastée. Par la suite, au début du XXe siècle, des protestations internationales se sont fait entendre et l'Angleterre a forcé la Belgique à libérer le Congo. Puis, on l'appelle le Congo belge. Le Congo belge que nous voyons ici, vous voyez le Parlement belge.
Par la suite, il y a eu une crise politique en 1960. Nous avons eu les premières élections où Patrice Lumumba du mouvement libéré du Congo a gagné les élections. Joseph Kasavubu a été élu comme président. Il y a eu des révoltes et le 30 juin 1960, date où nous célébrons le jour de notre indépendance. Le 30 juin, c'est pour nous comme le 9 juillet en Argentine. C'est notre jour de l'indépendance, notre fête de l'indépendance. En 1965, voici Lumumba et en bas, vous avez Mobutu. Il y a eu après une tyrannie de 1961 au 65. Il quitte le pays, il échappe et on a fait les élections. Il gagne les élections finalement. La totalité des centres sont au sein des ressources naturelles de la République du Congo. Nous avons connu des problèmes de corruption qui a été vraiment importante au Zaïre. En 1971, on a rebaptisé la République comme République du Zaïre. Puis Mobutu reçoit le soutien du monde occidental pour éviter l'entrée du communisme, mais dans les années 80, le soutien du monde a diminué et nous avons pu voir qu'après, il y a eu un génocide très important. Le président Mobutu a dû quitter le pays. Ici, vous pouvez voir les effets du génocide au Rwanda. C'est-à-dire les soldats ont été vaincus par les Tutsis. À l'est du Zaïre, les Rwandais ont lancé une campagne à l'Ouganda et l'Ouganda et le Rwanda envahissent le Zaïre pour faire tomber le gouvernement de Mobutu et prendre le contrôle des ressources naturelles du pays. Les ressources des deux armées étrangères sous le leadership de Kabila ont pu faire tomber le gouvernement de Mobutu. Ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont chassé Mobutu. Et puis, la deuxième guerre du Congo a eu lieu entre 1998 et 2003, tel que vous pouvez l'apprécier ici. 8 nations concernées, 25 groupes armés. Le RCD appuyé par Rwanda et Ouganda et d'autre part Laurent Kabila soutenu par l'Angola, Namibie, Zimbabwe, Tchad, Libye et le Soudan. La lutte a continué vers le centre du pays. Vous voyez les flèches là. Au nord, nous voyons les forces sous le leadership de l'Ouganda, de l'MLT, etc. Au sud, Kabila, soutenu par Angola, Zimbabwe et la Namibie. La guerre a été dévastatrice à tous les niveaux. En juillet 1999, il y a eu un accord pour arrêter le feu et on a pu accéder aux Nations Unies. Au mois d'août 1999,
77 forces pour la maintenance ou pour le soutien de la paix sont arrivées. 5 537 effectifs en février 2000. En février, tel que je l'ai dit, le mandat a été 5 500 effectifs pour le soutien de la paix et pour le monitorage de l'arrêt du feu. Les luttes ont continué jusqu'en juin 2000. Nous voyons que Kalabin a été assassiné par l'un de ses protecteurs. Son fils assume la présidence de la République et le territoire a été fragmenté. En septembre 2002, on fait l'accord de Luanda, un accord de paix entre le Congo et l'Ouganda. Et en octobre 2002, 20 000 soldats du Rwanda ont complété l'abandon des soldats du Rwanda de notre territoire. Juste pour vous donner une idée des résultats de cette deuxième guerre du Congo. Merci pour le micro. Nous parlons de 2,4 millions de personnes ayant été déplacées, un total de 380 000 personnes qui sont devenues des réfugiés dans des pays voisins. Vous avez là un estimé de mortalité de 3,8 millions de personnes assassinées. La grande question, c'est pourquoi protéger les civils, un mandat fondamental. Si nous voyons l'échelle de destruction, il y a eu une destruction totale de l'économie du pays, l'infrastructure totalement détruite aussi. La guerre a contribué à la violence sexuelle contre les femmes, contre les jeunes filles, des femmes abandonnées, les femmes, les jeunes filles, si affectées d'une manière négative. C'est un pays où il y a 1 million de personnes qui vivent avec le HIV et il y a des épidémies, le paludisme, le choléra. Il faut mentionner des groupes armés qui ont continué à violer les droits de l'homme. Bien sûr, 61% de la population est sous la ligne de pauvreté. Nous avons un manque d'accès à l'eau potable. 6,8% des enfants ont perdu un ou les deux parents dans notre pays. Et bien entendu, le viol est un instrument de violence. Par conséquent, le mandat est conçu pour protéger les civils. Les Nations unies, c'est la première fois qu'elles sont arrivées, c'est en 1916. C'était des opérations des Nations unies au Congo. À propos de cette mission, il fallait maintenir l'ordre et éviter que l'État soit attaqué et entre en guerre. En 1964, on s'est retiré. Il y a eu un maximum de 20 000 effectifs au Congo pour la maintenance de la paix. Puis, à partir de 1979, vous voyez une ligne qui nous montre que 90 observateurs militaires ont été autorisés. Et puis, progressivement, on a mis en place les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Vous voyez à gauche, nous avons un mandat de 760 observateurs militaires. Il y a des membres de la police qui sont aussi autorisés à travailler dans notre territoire. Pour voir les caractéristiques principales du mandat, le mandat est séparé en deux.
Premièrement, la protection des civils et deuxièmement, la stabilisation et la consolidation. J'ai signalé la protection effective de civils qui inclut les installations, les équipements. Des efforts de soutien opérationnel pour établir des cellules afin que les délinquants soient présentés en justice. On vise à un système de protection, des centres de surveillance, des conseillers de protection pour les femmes, et tout cela pour créer un environnement plus sécurisé pour les déplacés. On a donné l'appui au gouvernement du Congo et à d'autres groupes, tout en cherchant de compléter les activités du FDLR ou une intégration de ces groupes à l'armée. Les membres du DRR sont des membres d'un groupe armé. On cherchait la consolidation de la paix. On a visé à soutenir le gouvernement du Congo pour pouvoir réformer la sécurité et les institutions judiciaires, pour assister la capacité judiciaire, y compris la police militaire et la justice militaire, suivant le plan de réforme de l'an 2010. La réforme de la police a été guidée par le gouvernement de la République du Congo. On a développé la stratégie pour la réforme de la justice, pour évaluer et aider au gouvernement du Congo pour qu'il puisse consolider l'autorité des États, lutter contre l'exploitation illégale et le commerce illégal de minerais, aider le gouvernement pour améliorer les capacités de déminage et pour aider à l'organisation et à la réalisation d'élections à tous les niveaux à travers la provision de soutien technique et logistique. La responsabilité est sous les mains du gouvernement du Congo et les Nations unies sont là comme soutien. Vous verrez que on dit constamment donner son appui. Nous avons effectivement un rôle de soutien et pas un rôle de leadership. La mission est organisée de la manière suivante. Vous pouvez voir dans la partie supérieure, nous avons le secrétariat du représentant spécial, du secrétaire général, puis il y a la partie de la justice. En bleu, nous avons les questions de genre et l'unité de violence sexuelle basée sur les genres. Il y a aussi les questions de genre à traiter. Puis, nous avons la force et la division de soutien aux missions. Je vais parler notamment des forces lorsque je parlerai des rôles des militaires. Ce sera la troisième partie de ma présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Elsie qui va vous expliquer le mandat concernant les questions de genre. Merci beaucoup.